Bonjour Éric Champel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été rédacteur en chef à l'Équipe, journaliste d'investigation, auteur notamment de l'enquête très remarquée sur le Qatar Gate concernant l'attribution de la Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde de football au Qatar. Mais c'est pour une autre enquête passionnante que nous vous recevons aujourd'hui. Une plongée qui mêle sport, diplomatie mais aussi terrorisme. Les fantômes de Munich, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Solar, un livre consacré à l'attaque terroriste qui a visé la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de 1972 et aux dissimulations qui l'ont accompagné. Éric Champel, d'abord, pourquoi avoir décidé de rouvrir ce que vous qualifiez de cold case le plus tragique de l'histoire du sport? Justement, parce que c'est un cold case, on ne connaît pas encore toute la vérité sur ce qui s'est passé le 5 septembre 1972 à Munich. Et puis c'est une histoire qui, moi, me touche pour des raisons personnelles. Et donc j'ai voulu revisiter ça et le mettre surtout en perspective par rapport à Paris 2024, parce que j'avais vraiment l'impression que l'histoire était en train de se répéter et que tout ce qui s'était passé à Munich en 1972, on était en train quelque part de le revivre, ou du moins d'avoir de nouveau ce ressenti avec l'arrivée des Jeux à Paris en 2024 au niveau du risque terroriste et de la géopolitique du monde. Et notamment par rapport à ce qui a accompagné l'arrivée en France de la délégation israélienne. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir justement, si on fait un parallèle, un effet miroir, on voit la légèreté avec laquelle les Allemands se sont comportés, la police allemande en 1972, et ce qui se passe 52 ans après, où là il y a un énorme dispositif pour protéger non seulement la délégation israélienne, mais aussi tous les athlètes, ce qui en dit beaucoup sur à la fois l'évolution du sport, à la fois l'évolution des dangers autour du sport et du rôle joué par le sport, qui est aujourd'hui au cœur de la géopolitique du monde. Alors il y a d'autres résonances plus actuelles, mais on y reviendra un peu plus tard. Hier avait lieu, Éric Champel, à l'ambassade d'Israël à Paris, un hommage aux victimes israéliennes de cette attaque, un événement organisé en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du président du CIO, du Comité international olympique, Thomas Bach, on le prononce comme ça, Bach, oui, Bach, qui a indiqué que cet événement était le jour le plus sombre de l'histoire de l'olympisme, et c'est lui qui a été le premier à décider d'organiser un hommage aux victimes. C'était lors des derniers JO Tokyo, il y a seulement 3 ans. Éric Champel, pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps? Moi, je pense d'abord que il faut voir ça de manière globale. Je le disais tout à l'heure, je l'ai encore dit hier à une consoeur qui m'a posé la question. Je crois que la gouvernance du sport a une vraie difficulté à être dans l'empathie, à mesurer l'impact de ce qui peut se passer au niveau d'un stade et ce qui peut y être vécu. J'en veux pour preuve qu'effectivement il a fallu attendre aussi longtemps pour avoir une forme de recueillement par rapport aux victimes de l'attentat de 1972, mais on peut aussi se questionner sur la finale du ASL en 1985 entre le Liverpool et la Juventus, qui a fait 35 morts et qui n'aurait jamais dû se dérouler. On peut parler aussi de la catastrophe de Hillsborough en 1989, où là encore, que ce soit le pouvoir ou l'appareil, il y a eu une centaine de personnes qui sont mortes étouffées à l'occasion d'une demi-finale de Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest, où là aussi, que ce soit les forces de l'ordre et la fédération ont tardé avant de faire véritablement preuve d'empathie, de reconnaître leurs torts et d'en finir avec les mensonges. Donc je crois qu'il y a le monde du sport, ou du moins la gouvernance du sport, a une vraie difficulté. J'aurais pu parler aussi de ce qui s'est passé le 5 mai 92 à Furiani, la catastrophe de Furiani, où il a fallu des années pour que les familles des victimes obtiennent qu'il n'y ait plus de match professionnel le 5 mai. Lors d'un match entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Vous dressez, Éric Champel, un portrait ravageur du prédécesseur lointain de Thomas Bach à la tête du CIO, l'américain Avery Brundage, j'espère que je le prononce bien aussi, antisémite et raciste de longue date, anti-bolchéviste, forcené. C'est lui qui prend la décision de poursuivre ces Jeux de Munich après le massacre et après avoir décidé d'une courte pause. Décrivez-nous cet homme pour qui The Games must go on. Avery Brundage, il voue une forme d'admiration aux Allemands et à l'Allemagne surtout. Et il est quand même assez notoirement raciste. Ça a été dit, ça a été écrit, ça a été prouvé. C'est lui qui est président du comité olympique américain en 1936, quand est prise la décision de participer aux Jeux de Berlin en 1936, où il y a Jesse Owens qui remporte 4 médailles d'or. Devant Hitler.
Oui, sous les yeux d'Hitler. Alors, est-ce qu'il a refusé de le saluer, Hitler, ou pas? Enfin, ça, c'est une autre histoire, j'en parle. Mais je pense que ce qui est posé là par rapport à l'attitude du Comité international olympique et d'Avery Brundage, c'est qu'on est, à mon avis, c'est la bascule vers l'industrie du sport-spectacle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le CIO prend une décision parce une fois encore, une mauvaise décision dictée par le fait qui est de dire que ce serait encore pire que d'arrêter les Jeux, que de le laisser se poursuivre. Il a des mots terribles dans son discours qui suit l'attaque. Les Jeux de la 20e Olympiade ont été exposés à 2 attaques sauvages. Il met en fait en parallèle l'attaque terroriste et la réponse policière. Non, ce qui met en parallèle, c'est le fait qu'il y a l'attaque terroriste et que la Rhodésie a été exclue quelques jours avant des Jeux pour cause d'apartheid. Et ça, c'est sa plus grossière erreur quelque part, c'est d'avoir mis sur le même plan l'exclusion de la Rhodésie pour l'apartheid et puis ce qui s'est passé à Munich et qui aurait dû quelque part justifier l'arrêt des Jeux, parce qu'une fois encore, je crois que le deuil aurait dû primer sur tout le reste. Comment ont réagi les athlètes sur place après cette décision de maintien de jeu? Vous citez notamment le Français Bruno Cherrier, qui a des regrets. Oui, alors Bruno Cherrier dit effectivement, lui il a participé après donc au relais 4x100 mètres. Oui, aux séries, à la finale du relais, etc. Et il dit mais les gens étaient encore tout aussi enjoués, enthousiastes et passionnés comme si rien ne s'était passé. Et donc avec le recul, il dit mais probablement qu'on aurait dû arrêter les Jeux. Il le dit avec le recul, mais il est dommage que le monde du sport, que le CIO n'ait pas eu le recul nécessaire à l'instant T pour avoir quelque part cette empathie et à dire ce qui s'est passé là, c'est trop grave, c'est trop dramatique et on en reste là des Jeux Olympiques. D'ailleurs, ça a été une bascule puisqu'après, faut pas oublier ce qui s'est passé après. Ce que ça dit aussi de l'histoire de l'olympisme et des Jeux. 76, beaucoup de pays africains ont boycotté les Jeux. 80, évidemment, c'est Moscou, c'est tous les pays, les États-Unis et tous les pays affidés qui ont boycotté. Et puis 84, c'est Los Angeles, où là, c'est tous les pays de l'Est qui sont pas venus. Donc Munich, c'est une bascule, malheureusement. Dans votre livre « Les fantômes de Munich », Éric Champel, vous relevez une somme d'invraisemblance, de dissimulation, d'amateurisme qui ont conduit à cette attaque terroriste suivie en Moldon-Vision. Et ce qu'on apprend notamment en vous lisant, c'est que cet attentat aurait pu être empêché si un rapport avait été davantage pris en compte par les plus hautes autorités bavaroises, en particulier par le chef de la police de Munich. Qu'est-ce que disait le rapport S21? C'est son nom. Oui, alors c'est la situation 21. Donc la police allemande avait embauché un psychologue qui s'appelle Georg Sieber, qui est un monsieur qui est toujours en vie, qui est vivant. Malheureusement, c'est un des derniers témoins de tout ça et qui avait à sa disposition un groupe d'étudiants. Et ils ont épluché les journaux du monde entier pour étudier les modes opératoires des différents groupes terroristes. Et ils en sont arrivés à la conclusion que potentiellement, un groupe terroriste palestinien pouvait prendre en otage au petit matin au village olympique. Ce que ne faisaient pas les terroristes européens. Non, absolument, puisque c'était leur particularité. Et ils avaient décrit cette hypothèse, cette situation 21. Et quand M. Sieber a présenté ça au responsable de la police allemande, Manfred Schreiber, absolument, il s'est fait proprement renvoyer à ses chères études, à sa chère étude plutôt. Et comment expliquez-vous la désinvolture stupéfiante de ce Manfred Schreiber qui refuse que les athlètes, par exemple, soient regroupés par discipline et non par nation pour limiter les risques d'attaque, qui ne veut pas avoir de murs, de chiens de garde? Parce que les Allemands sont partis du principe que les Jeux de Munich 72 devaient être ceux d'une forme de réconciliation, qui devaient être des jeux joyeux, festifs. Faut pas oublier qu'on était quand même au début des années 70, ça avait un côté peace and love, les policiers étaient habillés en costume courage, n'étaient pas armés. Donc ils ont volontairement et involontairement complètement sous-estimé la menace. Ils sont pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai questionnement autour de qu'est-ce que savaient les différents services secrets, puisque ça a été publié dans la presse italienne, dans la presse égyptienne, je crois aussi, sur laquelle il y avait un vrai risque d'attentat terroriste aux Jeux Olympiques de Munich. Donc on peut penser que les différents services secrets savaient un certain nombre de choses. Pourquoi tout ça n'a pas été pris en compte? Pourquoi tout ça n'a pas été recoupé? Ça reste un questionnement. On espère que la commission d'historiens qui a été nommée
accédera à toutes les archives et fera toute la lumière là-dessus, c'est important. Ils ont jusqu'en 2026 pour y revenir. On va en dire un mot dans quelques instants, mais ajoute encore un mot sur Georges Sieber. Il avance dans le livre que les Israéliens étaient à la manœuvre au moment de l'assaut, alors que les Allemands auraient seulement mis à disposition des véhicules d'intervention. C'est une thèse qui est étonnante et qui est à rebours des résultats menés jusque-là. Quel crédit lui accordez-vous ? Ben c'est sa parole, c'est ce qu'il dit lui. Il n'y a personne pour soit le contredire, soit confirmer ce qu'il dit. Donc lui dit que le Mossad a été à la manœuvre. Personnellement, effectivement, ça pose question parce que le Mossad, dans un premier temps, avait proposé ses forces d'intervention, puisque le Mossad avait un vrai savoir-faire en ce domaine, ce qui a été refusé par les Allemands au nom de la souveraineté nationale. Après, est-ce que le Mossad a été à la manœuvre ? Moi, personnellement, j'en doute dans la mesure où tout ça a été tellement confus, décousu que et surtout les Israéliens étaient tellement en colère après coup, quand le responsable du Mossad est rentré en Israël et qu'il a fait son rapport à Golda Meir qui était très 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 dur, il était très en colère. Donc je pense que il y avait le symbole aussi que des Juifs mouraient à nouveau en Allemagne. Ah, mais ça, c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est l'histoire du monde qui se répète, quoi. 27 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du sang juif a coulé sur le sol allemand. Quelque part, c'est l'histoire du monde. C'est terrifiant. C'est pour ça que on en discutait tout à l'heure avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël, Khalil. Bien sûr, il m'a expliqué qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais il est très dommage que la commémoration qui a eu lieu hier en présence de Thomas Barr à l'ambassade d'Israël n'ait pas eu lieu dans un autre endroit, parce que c'est l'histoire des Jeux et c'est l'histoire du monde, ce qui s'est passé à Munich en 72, il ne faut pas l'oublier. Eric Champel, vous montrez également dans le livre que l'extrême droite allemande a aidé les terroristes palestiniens, notamment son chef Abu Daoud, qui est Willy Paul. Alors, Willy Paul, c'est c'est un néo-nazi qui aurait effectivement prêté son concours pour la logistique des terroristes quand ils sont arrivés en Allemagne. La police allemande l'avait repéré, mais malheureusement, l'information n'a pas circulé et ce monsieur est toujours là. Il a même écrit un scénario pour une série qui est assez célèbre en Allemagne, qui s'appelle Tatort. Et donc voilà, ça dit tout une fois encore de la négligence de l'Allemagne par rapport à tout ça, quoi. Et du cynisme aussi de la part de la République fédérale allemande par la suite. Mais bien sûr, il y a 50 ans de cynisme, 50 ans pour qu'enfin, le 5 septembre 2022, le président de la République présente ses excuses, reconnaisse les torts de l'Allemagne et accepte d'indemniser les familles de victimes. C'est 50 ans de déni, et c'est ça qui est absolument insupportable, d'autant qu'une fois encore, on ne sait pas tout de ce qui s'est réellement passé. On parlait, en démarrant cet entretien, de résonance avec l'actualité. Vous vous rappelez que l'extrême gauche, déjà en 72, l'extrême gauche en 72 salue l'action terroriste des Palestiniens. Vous citez Jean-Paul Sartre et vous citez le jeune Elie Plenel. Oui, donc il s'est expliqué par la suite. Il s'en est expliqué en disant que, en replaçant dans le contexte de l'époque, en disant que il était jeune, etc. Il était trotskiste à l'époque. Il avait signé une chronique, je crois, sous un pseudo. Les mots de Sartre sont terribles. Oui, en combat. Absolument. Mais c'est les années, c'est 72, c'est un an avant la création de Libération. Ça pose effectivement question. Alors pour terminer, Eric Champel, ce livre, c'est aussi des témoignages forts et émouvants d'Anki Spitzer. C'est la veuve d'André Spitzer. C'était l'entraîneur de l'équipe israélienne d'escrime, et Anki s'est battue toute sa vie, vous le racontez parfaitement, pour connaître la vérité, et elle a fini par toucher au but. Oui, elle a réussi parce qu'elle a bataillé pendant des années, elle a fini par avoir accès à des archives, elle a fini par faire éclater une partie de la vérité, a forcé tous les verrous qui avaient été mis sur sa route. Et effectivement, aujourd'hui, elle a fait un film aussi qui a été présenté, puisqu'elle est d'origine néerlandaise, et qui a été présenté à Amsterdam, qui s'appelle La Veuve Olympique, où il y a énormément de choses qui sont dévoilées. C'est son combat, c'est le combat d'une veuve qui a réussi à faire éclater une grande partie de la vérité. Il faut lui rendre hommage, mais ça a été le combat de sa vie,
pour la mémoire de son mari, qu'elle a d'ailleurs, lorsque la parole lui a été donnée, s'est adressée à lui. Elle s'est adressée à lui, et, ce qui était une façon détournée de ne pas manifester sa colère et son ressentiment vis-à-vis du gouvernement allemand. Et c'était ça, une façon très élégante et très habile de rendre hommage à son mari en parlant d'un long combat et en expliquant pourquoi elle avait fait tout ça pour lui. Et c'est très beau. J'espère pour elle, je crois qu'elle était là hier aussi en tant que représentante des familles, j'espère pour elle qu'on saura un jour toute la vérité, puisqu'il y a quand même ces huit historiens, dont un Israélien, un Américain, sûrement que la CIA sait des choses aussi, un Anglais, puis qui travaillent sur des archives qui vont être déclassifiées. On espère qu'ils auront accès à un certain nombre d'archives en Allemagne, en Israël et aussi aux États-Unis, pour savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi autant de manquements, autant d'erreurs, et surtout ce qui s'est passé au moment de l'assaut. Je rappellerai juste une chose, il y avait 5 tireurs d'élite qui avaient été trouvés à la hâte, dont les radios ne fonctionnent pas, et au dernier moment, ils se sont aperçus que les terroristes n'étaient pas 5 mais 8, donc ça résume parfaitement l'impréparation et l'amateurisme de la police allemande. Les fantômes de Munich. Je ne peux que vous conseiller la lecture cet été de cette enquête absolument remarquable. Merci beaucoup Éric Champel d'avoir été avec nous. Je vous propose de rester avec nous pour le bloc-notes de Rachel Kahn.